Good Morning Business, le débrief de la matinale. 8h38, les débats sont passionnés autour de cette table, autour de la cagnotte de 78 milliards d'euros de l'Agirc Arrco. On est avec Dominique Carlac, présidente de DC Consultants, Pierre-René Lemah, président de France Active, et Jean-François Robin, directeur de la recherche de Natixis CIB. Alors, est-ce que c'est une cagnotte, est-ce que c'est pas une cagnotte? Première question, Dominique. Non, c'est pas une cagnotte, c'est une bonne gestion. Il faut rappeler quand même que l'Agirc Arrco, c'est la retraite complémentaire de 27 millions de salariés. Cette retraite complémentaire, elle est gérée par 8 partenaires sociaux, 5 syndicats de salariés et 3 organisations patronales. On est dans une opération où il y a des excédents, parce qu'on gère bien. On gère bien pourquoi? Parce que quand en 2019, le système était... compliqué, pas en péril, mais compliqué, on a décidé de mettre un malus de 10% sur les retraités pendant 3 ans pour qu'ils atteignent leur taux plein seulement s'ils dépassaient l'âge légal de la retraite. Aujourd'hui, on y est arrivé, et là, à partir de hier, il y a 700 000 retraités qui vont avoir leur pension qui va être augmentée grâce à l'arrêt de ce malus. Donc, on a très bien géré. Donc, si on croit qu'en tapant dans les réserves d'Agirc Arrco, bien gérées par les partenaires sociaux, les salariés et les patrons, on va améliorer la situation de la France au regard des agences de notation, je crois qu'on se trompe de combat. Décision qui n'a rien à voir avec une décision gouvernementale en faveur du pouvoir d'achat. C'est une décision des partenaires sociaux, il faut être bien clair. C'est 100% les partenaires sociaux qui ont géré cet argent. C'est les salariés et les employeurs qui cotisent et qui gèrent. Et c'est eux qui ont redressé les comptes et c'est eux qui ont géré les excédents. Pourquoi? Tout simplement pour garantir cette retraite complémentaire aux futurs retraités qui, aujourd'hui, comme vous, comme un certain nombre de nos téléspectateurs, sont salariés et tiennent à cette retraite complémentaire. Jean-François Robin. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour une fois, entre guillemets, ça marche. Je trouve ce dialogue social de ce point de vue-là. Il y a 2 remarques qu'on pourrait mettre en avant, peut-être pour tempérer un peu cet état de fait. Un, c'est quand même qu'il y a les effets cumulés des réformes des retraites qui sont en train aussi de favoriser le régime. Ça, c'est ce que dit l'État. Voilà, c'est une réalité. L'Agirc Arrco répond, ça n'a rien à voir. Il y a moins de gens qui prennent leur retraite à un certain moment, donc forcément, mécaniquement, vous augmentez. Plus longtemps, et donc, vous avez vos dépenses qui sont moindres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, où on peut dire quand même, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Dominique, c'est quand même simplement aussi que les dépenses dans le PIB des poids de retraite françaises, c'est 4 points de plus qu'en Allemagne. C'est énorme, nos dépenses. Quand vous regardez les dépenses de l'État français, on favorise notamment les retraités par rapport aux jeunes actifs. C'est un constat de fait. Et donc, on pourrait dire que, effectivement, de continuer à dépenser et d'augmenter, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire aujourd'hui en France. C'est peut-être de baisser un peu la dépense publique en faveur des retraités et de l'augmenter en faveur des jeunes actifs ou des actifs, ou de garder les gens plus longtemps dans le travail, etc., etc. Donc, il y a ce côté macro qu'on pourrait peut-être mettre en avant, mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est un système qui est plutôt bien géré, la preuve. Alors Pierre-René Lemah, il est d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais il veut prendre l'argent. Il va prendre l'argent quand même. Oh, moi je vais rien prendre. Mais non, mais vous seriez aux manettes comme vous l'avez été, vous prendriez. Parce que l'État a besoin d'argent. Incontestablement, l'État a besoin d'argent. Incontestablement, ce qui a été dit tout à l'heure est parfaitement exact. C'est une gestion paritaire et plutôt une bonne gestion paritaire. Et quand on veut transformer des réserves en cagnotte, en général, c'est parce qu'on veut piquer un peu de la cagnotte. Le gouvernement a déjà commencé à montrer le bout du nez au mois d'octobre, si vous vous en souvenez. Et à l'époque, les partenaires sociaux avaient dit non, tout le monde s'était cabré, mais ils s'étaient mis d'accord sur une idée, c'est négocions sur le financement de nouvelles mesures de solidarité au mois d'octobre. On est en plein dans cette période de négociation qui n'est pas achevée. Donc le gouvernement est fondé à dire où en êtes-vous de ces dispositifs de solidarité ? Petit 2, c'est vrai que le gouvernement est fondé à dire que la réforme des retraites de l'année passée a un effet positif sur les comptes de l'Agirc Arrco, à hauteur, je sais pas, 1 milliard, 1,2 milliard. Bon. Donc moi je crois que l'argumentaire que vous avez entendu tout à l'heure, que j'ai trouvé vraiment convaincant, formidable, faut pas toucher à la cagnotte, le gouvernement, monsieur le maire, sans doute madame Vautrin, va l'écouter avec beaucoup d'attention. Il va dire, vous avez 1000 fois raison. Et maintenant, vous mettez combien sur la table? C'est ça. Et je pense que la fin de la négociation va tourner sans doute autour d'1 milliard d'euros, c'est-à-dire à peu près à la somme correspondant à l'effet réforme des retraites sur l'Agirc Arrco. Mais c'est purement scandaleux. C'est pas l'argent de l'État. Est-ce que c'est bien? La réponse est non. Est-ce que c'est de l'argent privé? C'est de l'argent privé. Est-ce que l'État aujourd'hui est impécunieux? La réponse est oui, et je pense que ça va se terminer comme ça. Je vous dis pas que c'est bien.
Non, mais enfin, c'est pas l'argent de l'État, clairement, Dominique. On peut répondre effectivement que pour certains salariés futurs retraités, l'Agirc Arrco, ça représente 30 à 60% de leur pension. Premier sujet. Deuxième sujet, est-ce que c'est ce qui va restaurer le bon fonctionnement de l'État et l'arrêt de la dette? Non, mais si on prend quand même, je me mets l'avocat du diable, j'aime bien parfois, c'est vrai que l'État peut dire effectivement que les paramètres quand même généraux des retraites, c'est quand même lui, la retraite à 64 ans, c'est quand même lui, et objectivement, ça va équilibré de manière tout ce qui n'est pas lié à la gestion paritaire, mais lié à une réforme du gouvernement, moi je trouve pas ça complètement illogique que ce qui était gagné par le régime, qui n'est pas de leur fait, entre guillemets, pas le fait de la gestion paritaire, que soit rendu à l'État. Moi ça ne me choque pas si effectivement c'est 1 milliard, 2 milliards. On pourrait le rendre aux entreprises ou aux salariés. Complètement, on pourrait rendre des cotises encore aussi. Une fois, on pourrait faire autre chose. Bon, l'Agirc Arrco a décidé, souvenez-vous que l'Agirc Arrco a décidé une revalorisation des retraites complémentaires, je crois au mois d'octobre, de 4,9%. C'est ça. Donc il y a déjà eu un effet retour. Le poids minimum, le poids de retraite, quand l'État est impécunieux, il va chercher toutes les cagnottes possibles. Et d'ailleurs, autre exemple, on en a déjà parlé hier, mais comme on a des spécialistes sur cette table, on va parler d'une autre idée lumineuse de l'État pour récupérer un petit peu d'argent, c'est sur les arrêts maladie. Ça circule aussi en coulisses. Est-ce qu'on va rallonger, par exemple, d'une journée les jours de carence? Et surtout, qui va financer le jour de carence supplémentaire? Est-ce que c'est les entreprises? Parce qu'en vérité, 2 tiers des entreprises financent ces jours de carence, notamment via des systèmes de prévoyance. C'est ça. Ou est-ce qu'on dit que ces jours de carence doivent être remboursés par personne, mais à la charge du salarié? Dominique Carlac. En fait, effectivement, les jours de carence, c'est-à-dire le salaire que la Sécu qui ne paye pas votre arrêt maladie, elle est largement compensée aujourd'hui par le système de prévoyance qui est payé par les entreprises directement. Sous forme de cotisation. Sous forme de cotisation, et donc qui permet au salarié de maintenir son salaire pendant ses arrêts maladie. Face à l'explosion, l'État s'inquiète en disant le trou de la sécurité sociale va augmenter, il faut qu'on arrête ça, et donc on va demander un système qui permette d'éviter le trou dans la sécurité sociale. Ce à quoi les entreprises répondent, pas de problème, mais à ce moment-là, il faut que les responsables de ces arrêts maladie, qui pour beaucoup sont des arrêts de courte durée, donc le fameux 1 jour, 2 jours, 3 jours, ne reviennent pas à la charge de l'employeur, mais du salarié lui-même. Je vous donne juste pour avoir une idée, l'absentéisme a doublé en 10 ans. La facture de la Sécu en 2022, 16 milliards. Ça pourrait être 23 milliards à horizon 2027. L'absentéisme, Jean-François Robin, a doublé en 10 ans. Il y a un vrai sujet. Alors, soit on est plus malade, alors qu'on a plutôt l'impression que la population en moyenne est plus en forme. D'ailleurs, l'espérance de vie augmente, le taux de mortalité baisse, etc. Donc, il y a quand même un sujet post-Covid qui se passe et qui se retrouve d'ailleurs dans les chiffres de productivité. La productivité baisse et assez sensiblement. Et on voit effectivement une énorme remontée des arrêts maladie. Donc, est-ce qu'on est plus malade ou est-ce qu'on prend plus d'arrêts maladie? Il y a sans doute quand même un petit peu d'abus sur certaines choses. C'est pas du tout ce qu'on retrouve dans d'autres pays qui ont subi le Covid de la même façon. Donc il y a quand même encore une fois, et là je remets un petit peu ça dans le débat qu'on vient juste d'avoir sur l'Agirc Arrco, c'est qu'on est sur un système où on est un peu à la limite en termes de dépenses publiques, mais on est quand même sur un système où on dépense 1600 milliards de dépenses publiques par an. Ouais. La moitié de ça, c'est les dépenses sociales. La France, c'est 0,8% de la population mondiale, 5,4% des dépenses sociales du monde. On est un système ultra généreux. Est-ce qu'on doit financer les arrêts de travail quand on entend qu'à la SNCF, on pose à l'avance les arrêts maladie? Bon, il y a un moment ou un autre, comme le disait Dominique tout à l'heure, il y a beaucoup d'arrêts maladie le lundi. Mais il y a des arrêts maladie qui sont plus souvent dans les collectivités locales qu'ailleurs. Donc il suffit de lire les rapports de la Cour des comptes. Il y a quand même plein de petits éléments comme ça qui laissent penser que c'est pas complètement justifié toujours les arrêts maladie. Donc de s'attaquer à ça. Ouais. On n'est pas en train de s'attaquer à la prise en charge santé des Français. On est en train de regarder pourquoi il y a eu l'explosion des arrêts maladie. Et l'explosion des arrêts maladie, c'est essentiellement les arrêts de courte durée. C'est l'arrêt qui est entre 1 et 2 jours. Alors justement, moi j'ai une proposition. Parce que du coup, là, on propose de rallonger d'1 jour de carence le 4e jour. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça, le 4e jour, financé par les entreprises, mais en échange, le 1er jour, comme dans la fonction publique, n'est jamais remboursé? Pourquoi les entreprises vous dites que c'est les jours uniques posés le lundi ou vendredi qui posent problème. Mais ça leur pose déjà problème de ne pas avoir le salarié dans l'entreprise, donc elles ne vont pas encore plus payer. Non, mais c'est bien le projet du gouvernement. Pierre-René. Si j'ai bien compris le projet du gouvernement, c'est de passer de 3 jours de carence à 4, 5 ou 6, mais ça, le risque, c'est que les entreprises soient obligées de le payer indirectement par le mécanisme de prévoyance. Donc comment se débrouiller
dans l'esprit du gouvernement, qui me fait penser au renard séducteur de Pierre Lapin. Je ne sais pas si vos enfants regardent Pierre Lapin en dessin animé. Il est séducteur et méchant à la fin. Et donc l'idée, c'est de dire, il faut que personne ne paye. Donc il suffit d'avoir un jour de carence qui ne soit payé par personne. Le premier. En interdisant que ce premier jour de carence ne soit payé par les entreprises, donc par les mécanismes de prévoyance. Pour le premier jour. Alors l'État, pour une fois, va se servir comme modèle de la fonction publique. Parce que le premier jour de carence, dans la fonction publique, il est payé par personne. Il n'y a pas de mécanisme de prévoyance qui permet de le couvrir. C'est ça. Donc je pense que ça va être l'argument qui va être utilisé pour dire un jour de carence, en quelque sorte, d'ordre public. Qui serait obligatoire et payé par personne. C'est un système. Ce que je ne sais pas, c'est juridiquement c'est possible. Mais je pense que c'est ça l'idée. Quand on veut savoir ce que va faire le gouvernement, on demande à René. C'est quand même un système, si je puis me permettre, c'est quand même un système justement qui avait été instauré parce qu'il y avait plus d'arrêts maladie dans la fonction publique que dans le privé. Donc vous dites tiens pourquoi ? Donc on va mettre un jour de carence dans le public et on pourrait s'en inspirer. Moi j'ai quand même un problème avec après tout ce que j'ai dit, j'ai quand même. Quand vous êtes malade, en général, vous posez 1 ou 2 jours. Donc, ce délai de carence, ce jour de carence, en fait, il va quand même s'appliquer à des gens. Quand vous êtes vraiment malade, vous posez 1 ou 2 jours. C'est un peu rare que vous ayez des mais il y a des boîtes où vous perdez votre jour. Tout le monde n'a pas une prévoyance qui fonctionne et qui prend en charge. Ça existe déjà. Hein. Le délai le jour de carence, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Ce qui me semble être une bonne solution, en tout cas, c'est d'avoir des contrôles de l'assurance maladie qui vérifient que quand vous êtes malade, vous n'êtes pas en train de. Ouais, mais on va vous appeler à 13h. Non, mais le gouvernement a tenté aujourd'hui des moyens de vérifier ça quand même. Le gouvernement a tenté ça dans la loi de finances pour la sécurité sociale cet automne, en disant si l'employeur fait un contrôle en quelque sorte par un autre médecin de l'arrêt maladie, il aurait la possibilité de suspendre. Voilà. Mais le Conseil constitutionnel a dit ça, c'est pas légal, c'est pas conforme à la Constitution. Donc tout cet effort de contrôle qui a été voulu par le gouvernement au moment du budget de la sécurité sociale est tombé à l'eau. Du coup, le gouvernement est un peu coincé. À nouveau, c'est pas par des soucis de santé publique ni de vertu pour la santé de nos concitoyens. On parle d'économie. Et donc la seule solution qui reste, me semble-t-il, c'est celle-là. Mais vous savez, dans les grands tiroirs de Bercy, pour trouver des économies, vous allez trouver d'autres choses dans les semaines qui viennent, sur les retraites, le chômage, ça nous fera des débats. Et le logement. Ça nous fera des débats. Oui. Bon, sujet suivant, on va passer aux fusions-acquisitions. Oui, le M&A, le grand retour, ça revient, Jean-François Robin, ça c'est un bon sujet pour vous. Les fusions-acquisitions rebondissent après un trou d'air de 2 ans. La valeur a grimpé de 30% au cours du premier trimestre cette année. C'est les données du London Stock Exchange. Zidane Azouzian, on le voit, c'est d'abord aux États-Unis que ça part, un peu en Europe, mais d'abord aux États-Unis. Oui, tout à fait. Laure, le montant global des fusions et acquisitions a atteint 690 milliards de dollars. Rien que sur le premier trimestre de cette année, un chiffre boosté par les méga deals, ceux de plus de 10 milliards de dollars. 11 transactions de ce type ont été enregistrées entre janvier et mars. C'est 2 fois plus que sur la même période par rapport à l'année dernière. Ce retour en grâce des M&A est encore une fois porté par d'importantes transactions américaines. Quelques exemples parmi les plus marquants. Dans le secteur des paiements, Capital One a racheté Discover Financial pour 35 milliards de dollars. Ou encore, le fabricant d'outils de conception de puces, Synopsys, a acquis le logiciel d'ingénierie Ansys, toujours pour le même montant. Mais en Europe aussi, on n'est pas à la traîne. Plus 60%, j'ai vu au T1. Tout à fait, Christophe. Le montant des transactions en Europe a grimpé de 60%, vous l'avez dit, pour atteindre 127 milliards de dollars. Des opérations d'ampleur, notamment dans le domaine médical. Le géant Novo Nordisk a annoncé le rachat du groupe allemand Cardior, ou encore un peu plus d'1 milliard d'euros pour ces transactions, ou encore l'acquisition de l'américain Fusion par le britannique AstraZeneca. Si certains banquiers restent prudents quant à la volatilité du marché avec des stocks d'actifs surévalués dans le private equity notamment, tous les signaux sont positifs. Les fusions et acquisitions se sont multipliées au premier trimestre en prévision des baisses de taux par les banques centrales. On est loin, très loin du niveau atteint l'année dernière, le pire depuis cette décennie. Merci Zidane. On aurait pu rajouter une transaction, 1,55 milliard d'euros pour Altis Media par CMA-CGM. Mais ce n'est pas encore comptabilisé, il faudra attendre le closing, sans doute au T2. Non, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments là-dessus qui peuvent expliquer ça. C'est qu'on a eu les chiffres, les fortes hausses, ça vient justement d'un effet de base où on n'avait plus rien qui se passait pendant 2 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez quand même l'effet
de ce qu'on voit là dans les derniers deals qui ont été illustrés, c'est que vous avez une énorme dichotomie dans les valorisations du marché entre des boîtes qui vont hyper bien, très valorisées, avec des montants de capitalisation gigantesques, et à l'inverse, des toutes petites valorisations pour certaines. Donc là, c'est vraiment l'environnement rêvé. Et puis, on voit le financement qui est en train de se détendre un peu, et la perspective, elle est plutôt à la baisse des taux, donc ça réguise un petit peu les appétits. Donc on devrait voir quand même ces phénomènes continuer dans les prochains mois. Du coup, Dominique Carlac, on va avoir des sorties là dans les fonds de private equity. On sait qu'il y a des boîtes là qui attendent. Il y a eu parfois des investisseurs qui ont remis au pot pour pousser un peu les valos. Ouais, pour rebondir sur ce que disait Jean-François, il y a quand même actuellement, oui, ça repart, et il y a actuellement surtout une prime au in bonis. C'est-à-dire que les boîtes qui vont bien, elles se vendent bien. Le reste, il va falloir attendre un petit peu que ça continue à se stabiliser, les taux, la situation économique. Ça veut dire que dans ce que dit Laure, par exemple, tout le stock dans le private equity de boîtes qu'on veut sortir, mais on n'ose pas sortir parce qu'on a peur de la valo, on a peur que ça déprécie le bilan. Ça, c'est pas encore fait. Hein. Non, ça c'est ce qu'on a vécu pendant 2 ans. Ça commence à se desserrer. Et puis de l'autre côté, dans le private equity, on cite souvent, c'est la raison, ce phénomène-là, mais il y a l'autre phénomène, c'est justement comme il ne s'est rien passé pendant 2 ans, il y a aussi de la dry powder. Hein, donc il y a aussi des capacités. Il faut vendre, donc non ? voilà, il faut vendre et acheter, mais ça devrait réanimer le marché, puisque les deux côtés de l'équation. Il y a des liquidités, on parlait avec notre invité tout à l'heure. Franck Portet. On parlait de 1000 milliards de liquidités dans les fonds de private equity. Exactement, donc ça devrait quand même le reliquidifier, voilà, remettre un petit peu d'allant. Oui, non, mais moi j'ai exactement le même avis. D'autant que le gouvernement continue à avoir cette idée de faire de Paris la première place financière de la zone euro. Vous avez vu que le Parlement débat en ce moment, ou va pas tarder à débattre, d'un projet de loi pour booster l'attractivité de la France en termes de marché financier. Et donc tout ça est un mouvement qui va permettre... C'est pour ça qu'on a besoin de profondeur de marché et donc d'acteurs comme l'Agirc Arcco sur les marchés. On est d'accord. Est-ce que j'ai une seconde pour dire que les FUSAC c'est formidable, mais l'économie sociale et solidaire aussi, et saluer, enfin les FUSAC ça m'énerve en général, l'économie sociale et solidaire c'est bien, pour saluer la mémoire de Claude Alfandéré, 101 ans, qui vient de mourir, qui est ancien résistant, grand homme, et qui est un des pères de l'économie sociale et solidaire, et voilà, dont on peut déplorer la perte. C'était un grand homme et c'était le fondateur de France Active. Eh bien, on terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous.